J'aimerais qu'on se projette un peu dans 10-15 ans, par exemple, et je ne résiste pas à la tentation de vous poser la question à vous, monsieur le ministre, qui est le plus en position, par exemple, de diriger un pays. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Est-ce que si aujourd'hui vous étiez à la tête d'un pays comme le Mali, quelles pourraient être vos priorités économiques? Je crois que d'abord il faut me lire. Je crois qu'il faut faut commencer par ça. Non, je crois que peut-être que la salle aussi a envie de poser quelques questions. Et je voudrais dire seulement, ne restez pas sur l'impression de Lionel Zinsou que tous les gouvernements africains sont corrompus. Hein. Je crois qu'il faut éviter ça. Et en réalité, il utilise la terminologie anglophone. Quoi. Quand on dit gouvernement, c'est toute l'administration. En fait. C'est ça. Voilà, c'est pas que les 20 ministres qui sont là. Bon, non, je crois que partout il y a des gens bien, partout il y a des gens pas bien. Que ce soit ici, que ce soit en Afrique. C'est des problèmes importants, il faut les aborder. Dans notre zone, nous les abordons de deux façons. Nous avons, au niveau de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, nous avons un organisme qui s'appelle le GIABA, qui est un groupe interafricain contre le blanchissement. Et dans chaque pays, nous avons un centre d'information financière qui s'appelle le CENTIF, qui est chargé justement de traquer un peu tout ce qui se passe. Mais il est évident que la petite corruption mine, la grande corruption aussi mine, la corruption intermédiaire aussi n'est pas bonne. Mais je crois que quand la police chez nous fait quelque chose, c'est vrai, ça apparaît beaucoup plus. Quand c'est à Marseille, c'est un fait divers. Mais je crois que l'un des problèmes qu'il faut régler, c'est un problème de communication, un problème de perception. Nous sommes dans un monde de communication aujourd'hui. Dès qu'on vous perçoit comme voleur, vous êtes voleur. Dès qu'on vous perçoit comme honnête, vous devenez honnête. Et je crois qu'à chaque fois, il faut pouvoir faire exactement la part des choses. Et comme je l'ai dit au début, tout n'est pas pareil. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Le Zaïre, enfin, le RDC seul est aussi grand que toute l'Europe. Et voilà un peu la taille des problèmes. Donc quand vous parlez de l'Europe, vous prenez pays par pays. Parler de l'Afrique, 54 pays, un seul pays aussi grand que toute l'Europe. Donc c'est vraiment très différent. Donc on ne se sent pas... C'est ça, quand on dit, quand on embrasse trop large, on étreint, comment on dit là? On n'étreint pas assez en tout cas. Voilà. Ou c'est l'inverse, j'en sais rien. Et ça veut dire donc chaque fois qu'on généralise trop, on s'écarte de la cible et on n'arrive pas à y arriver. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans les 10 ans à venir? Je crois que pour un pays comme le Mali, il faut d'abord commencer par régler le problème de la paix et de la sécurité. Ce qui est intéressant à souligner ici, c'est que quand j'étais à l'UOMOA, justement dans le cadre de cette organisation supranationale, avant de partir, je me suis dit, tiens, j'ai passé 8-9 ans là, qu'est-ce que je peux laisser à mes successeurs? Quel peut être mon testament? J'ai réuni un panel avec des cadres de haut niveau, il y avait des gens de la Banque mondiale, de l'Union européenne, etc. Et nous avons envisagé l'avenir, dans les 20 ans, qu'est-ce qui va arriver. Et nous avons imaginé 4 scénarios. Et le premier scénario s'appelait comment? Les seigneurs de la guerre. C'est-à-dire, nous avons imaginé exactement ce qui s'est passé au Mali. Et je suis passé voir tous les chefs d'État en disant, lisez ça, faisons quelque chose, lisez ça, lisez ça. Tout le monde a pris, on a mis de côté, jusqu'au jour, c'est arrivé exactement ce qu'on avait décrit. Il y avait d'autres scénarios, comme celui de la Chine et de l'Inde, qui sont les nouveaux partenaires. Qu'est-ce qu'ils vont faire demain? Est-ce que ce sont des chevaux de Troie qui vont s'installer dans nos pays? Ce que dit Mikhailov, ça a commencé, puisque je crois qu'en Éthiopie, aujourd'hui, les Chinois ont commencé à aller s'installer en Éthiopie, à faire justement ce que vous dites. Ça veut dire qu'il y a ça. Maintenant, il y a d'autres scénarios alternatifs. Qu'est-ce qu'on fait de l'environnement? Est-ce qu'on met ça en avant? Qu'est-ce qu'on fait des nouvelles technologies? Est-ce que nous mettons ça en avant? Ça veut dire que nous avons pu proposer. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui sont là. Il y a des gens qui peuvent réfléchir à l'avenir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de tout ça? Au-delà de ça, je pense pour moi, il y a 3 piliers importants, à mon avis, sur lesquels on peut asseoir un développement demain. Le premier, c'est l'éducation. Je crois que s'il y a quelque chose qui peut mettre en avant, c'est l'éducation. Mais l'éducation vue au sens le plus large, en tenant compte de notre culture, en tenant compte de la formation professionnelle, en tenant compte en particulier des sciences et des technologies sur lesquelles je crois que nous sommes aujourd'hui faibles, où la plupart des étudiants vont beaucoup plus dans les sciences sociales que dans les sciences pures. Je crois qu'il faut faire quelque chose sur les sciences, sur l'éducation. Le deuxième pilier, à mon avis, c'est la technologie, mais là aussi vu au sens le plus large. Il faut utiliser le savoir mondial. Il faut pouvoir faire des sauts, faire des bonds
Aujourd'hui, la nouvelle technologie nous permet de le faire, que ce soit en matière agricole, que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière d'information, en matière de route, etc. On peut aujourd'hui utiliser les nouvelles technologies. Je donne toujours l'exemple de quelqu'un qui achète un smartphone quelconque. Il n'a pas besoin de savoir comment marche le tout premier. Il achète le dernier iPhone 5, il se met à ce niveau, il est au même niveau que tous ceux qui savent faire de l'informatique, en tout cas à ce niveau. Donc ça veut dire qu'il y a des bons qu'on peut faire et il faut pouvoir s'appuyer sur ça. Le troisième pilier qui est indispensable, c'est la bonne gouvernance, qu'elle soit publique et privée. Et là, c'est important qu'elle soit des deux côtés, qu'on crée un bon climat des affaires, que la justice puisse fonctionner normalement, égalitairement pour tout le monde et surtout rapidement. Ne tombons pas dans le piège, comme l'a dit Lionel tout à l'heure, où on a le sentiment chez nous que tous les fonctionnaires sont des corrompus. Ça, c'est du côté du secteur privé. Et les fonctionnaires pensent que tous les gens du secteur privé sont des voleurs. C'est-à-dire qu'il y a parfois une sorte d'incompréhension. Or, il faut que la mentalité change, que les gens sentent qu'ils sont ensemble, qu'ils ont un projet commun, qu'ils ont à développer un pays ensemble. Si on ne se met pas ça en tête, s'il n'y a pas cette complicité à un moment donné pour réussir, on ne réussira pas. C'est ce qui se passe dans la discipline et dans l'organisation, qui se passe en Corée, qui se passe à Hong Kong, qui se passe à Singapour, où les gens sentent qu'ils ont quelque chose en commun et ne pas passer le temps justement à se tourner le dos pour essayer d'avancer. Un pays comme le Nigeria, pour finir, a certainement toutes les potentialités, mais qu'est-ce qui manque? C'est justement cette organisation et cette complicité. Voilà ce que je veux dire. Je pense que c'est trois piliers pour Merci simplifier. beaucoup, monsieur le ministre. Je propose qu'on passe à vos questions, aux questions du public. On va prendre par 3 séries de questions. On peut peut-être commencer par monsieur ici. Oui, je disais Merci. que pour ce qui est du PIB, à mon avis, il ne peut pas être un indicateur de développement. Pour la simple raison, c'est qu'il peut être, par contre, un indicateur d'enrichissement d'une minorité ou d'une partie de la population seulement. Et que du moment où il y a une mauvaise répartition de la richesse, donc il ne peut pas donner une signification authentique. Pour ce qui est de la bonne ou la mauvaise gouvernance, elle peut être synonyme d'une bonne ou mauvaise répartition de ces richesses. D'accord. Merci. La question, donc, pour moi, Oui. en ce qui concerne la corruption, je m'adresse à M. Mikhailov pour lui dire qu'elle n'a pas seulement atteint nos gouvernants ou nos pays africains, mais également elle a atteint les bailleurs de fonds et à l'intérieur même des bailleurs de fonds, ce qui est beaucoup plus grave. D'accord, merci. On demandera tout à l'heure à M. Mikhailov. Donc, de répondre à la cette question à M. Mikhailov, vous avez parlé de son livre « Notre maison brûle au sud », c'est ça? Oui, tout à fait. C'est pour lui demander de nous décrire sa maison au sud et qui a mis le feu là-dedans. D'accord, merci pour cette question. On va prendre 2 autres questions et on va demander aux intervenants de répondre. Oui, Qui a déjà le bonsoir. micro? Bonsoir. Je sais que certains pays africains ont cédé 100% de leurs terres arables à la Chine, notamment la Sierra Leone, il me semble. Je voulais savoir si vous considérez que cette pratique est un frein au développement soutenable de l'Afrique et s'il existe des politiques publiques pour la maîtriser. S'il existe, hein? Des politiques publiques pour maîtriser cette pratique. D'accord, merci. On va prendre une 3e question. Merci, donc je remercie les conférenciers. Il y a un enjeu dont on n'a pas parlé aujourd'hui, il s'agit de l'emploi, qui, si on ne prend garde demain en Afrique, sera une véritable révolution de la jeunesse africaine. On dit que le taux de croissance est autour de 5% en Afrique. Est-ce qu'il n'est pas temps, dans les critères de convergence ou dans les cadres stratégiques de croissance, qu'on mette cet indicateur d'emploi? D'accord, merci pour ces questions. On va peut-être demander à M. Mikhailov de commencer par répondre sur la question de la corruption qui toucherait également les bailleurs de fonds. Alors, au niveau de la corruption, si vous voulez, c'est un vrai problème dans certaines institutions financières, on le sait bien. Ça l'est, à ma connaissance, enfin, j'ai pas eu connaissance de corruption dans l'Agence française de développement, mais au niveau de la Banque mondiale, on a eu plusieurs cas de corruption avérés qui ont donné lieu d'ailleurs à des enquêtes internes extrêmement sévères, à des jugements, à des condamnations.
Et aussi des fois, je veux dire, parce que les dossiers ont été mal ficelés, à des gens qui se sont sortis d'affaires, qui ont été réintégrés par l'institution, parce que le dossier judiciaire avait été mal bouclé. Donc c'est effectivement la corruption, si vous voulez, ça touche toutes les institutions humaines d'une certaine dimension. Et sur ce plan-là, je suis bien d'accord avec vous. C'est pas généralisé, c'est que ça reste quand même très très rare, mais j'ai connu ça dans mes équipes. J'ai connu ça dans mes équipes et c'est pas facile à gérer parce que réunir les preuves implique de conduire des enquêtes policières au sein d'équipes, ce qui évidemment vous met une drôle d'ambiance dans vos équipes de travail. Donc c'est parfaitement vrai. Alors, qui a mis le feu à la maison? Je dirais, ce bouquin, j'ai sorti en 2010, écrit en 2009. C'était quand même assez prémonitoire, je veux dire. Qu'est-ce que j'expliquais dans ce bouquin? J'expliquais que les taux de croissance, je dirais, l'évolution du nombre de jeunes diplômés dans les pays du Maghreb était incompatible avec la stabilité politique quand on regardait le rythme de création d'emplois. Bon, ça me paraissait évident. Je ne pouvais pas dire quand ça allait péter en Tunisie, mais pour moi, ça me paraissait évident qu'en Tunisie, dans des pays comme la Tunisie, comme l'Égypte, etc., ça ne pouvait que péter. Quand on prend, je dirais, les pays sahéliens, monsieur Cissé est bien au courant, ces pays sont quand même dans des impasses démographiques pour beaucoup d'entre eux. Prenez un pays comme le Niger, qui, à l'indépendance, avait 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, il doit en avoir 18 ou 20 millions. 18 millions, c'est ça. Eh bien, les projections démographiques pour 2050 oscillent entre 55 et 58 millions d'habitants. Or, ce pays n'a pas de richesse agricole. Jusque-là, il exportait une bonne partie de ses surplus de main-d'œuvre sur la Côte d'Ivoire, sur le Nigeria. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au Nigeria et en Côte d'Ivoire, on n'en veut plus. Alors, qu'est-ce qui va se passer au Niger? Tout temps que, je dirais, les seigneurs de la guerre déjà occupent le nord du Mali, et pour eux, la frontière entre le Niger et le Mali, c'est rien du tout. Donc, qui a mis le feu à la maison? Écoutez, ce sont ces mécanismes-là, ce sont ces phénomènes-là qui sont extrêmement difficiles à maîtriser. On ajoute à ça un certain nombre d'erreurs, des erreurs dans la conduite des politiques d'ajustement, je suis prêt à le reconnaître, on peut en parler pendant des nuits entières si vous voulez, mais aussi des erreurs en matière de politique économique conduite par les pays africains, Dieu sait s'il y en a eu pendant les décennies passées, et puis ces difficultés, une croissance démographique qui est ce qu'elle est, je dirais des rythmes qui sont décalés par rapport aux capacités d'adaptation des gens. Dans certaines circonstances, si vous voulez, la croissance démographique vous conduit, par exemple, à l'intensification agricole. Vous avez une densité qui croît, et donc on passe de systèmes agricoles extensifs à des systèmes agricoles intensifs. Mais quand les politiques nécessaires pour que ça se mette en place, c'est-à-dire les politiques de recherche, les politiques d'accession aux intrants, l'aide à l'acquisition du matériel agricole ne sont pas là, et lorsque ça va trop vite, eh bien, tout simplement, ça crée la désertification, ça crée l'exode rural, ça crée des mouvements de population, des migrations, des tensions. Et ce qui me frappe aujourd'hui en Afrique, on peut dire, je dirais, une chose qui me frappe aujourd'hui, franchement, c'est que pendant 15 ans, dans toutes les années 70 et les années 80, j'ai traversé toute l'Afrique de l'Ouest, dans un sens et dans l'autre, au nord, au sud. J'ai dormi la nuit à côté de ma voiture, grande ouverte sur mon lit Pico, sans avoir la moindre angoisse, la moindre inquiétude. Aujourd'hui, le Paris-Dakar ne traverse plus le Sahara. Je veux dire, c'est la montée des tensions, la montée de l'insécurité, la montée, c'est lié à quoi? C'est lié à des frustrations de jeunes qui ne trouvent pas de boulot, qui ne trouvent pas de perspective, qui ne trouvent pas de perspective d'ascension sociale et qui risquent, lesquelles les seules perspectives risquent d'être de faire le djihad. Merci, M. Mikhailov. Monsieur le ministre, vous souhaitez peut-être rebondir sur la question de la corruption et celle de l'emploi également. Oui, rapidement. Je crois que le problème posé par notre ami sur les bailleurs de fonds réels, en tant que ministre des Finances, j'ai eu à chasser les bailleurs de fonds du Mali et d'une de cette agence. Parce que le type, il prenait de l'argent pour passer les prêts aux entreprises. C'est une réalité. Donc c'est pour ça que, bon, comme il dit, c'est toujours marginal quand c'est les grands pays. Ensuite, les problèmes d'emploi, on n'en a pas parlé, mais je crois que vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, c'est cette bombe à retardement qui est là et le chômage, malheureusement, c'est dans tous les pays du monde. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Chez nous, c'est encore plus grand parce que les perspectives sont encore beaucoup plus faibles. Mais sur l'agriculture, je voudrais quand même dire quelque chose.
Aujourd'hui, tout ce qu'il dit est vrai, mais pendant 15 ans environ, tous les bailleurs de fonds, tous, sans exception, considéraient que l'agriculture n'était pas une priorité en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest. C'est un scandale. Ah bah, scandale ou pas, c'était comme ça. On dit avantage comparatif, le riz est moins cher au Vietnam, allez acheter le riz au Vietnam. Jusqu'au jour, les Vietnamiens disent nous gardons notre riz pour nous, les Indiens disent nous gardons notre maïs pour nous, et on a eu la crise de 2008. Et ça part de 2008, tout le monde s'est dit, tiens, peut-être faire quelque chose pour l'agriculture. Si ces politiques-là, quand ça ne marche pas, évidemment, c'est les États africains, quand ça marche, c'est nous tous. Et voilà un exemple de choses où je reviens à ce que j'avais dit, que c'est notre capacité de négociation qui est en cause, et la faiblesse des États, comme l'a dit Zansou tout à l'heure, qui est interrogée à ce niveau-là. Quand vous n'avez pas les recettes qu'il faut, vous êtes un peu soumis en matière de gouvernance à vos partenaires, d'une façon ou d'une autre. C'est malheureux, c'est un scandale comme il a dit, mais tout peut s'expliquer à un moment ou à un autre. Ici, en Europe, il y a eu le plan Marshall. Il y a eu pendant des années les 30 glorieuses ici, ce n'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau. C'est ça. C'est-à-dire que si on veut que ça tourne à un moment donné, ben, il faut pouvoir tourner la page. De quelle façon? C'est la question qui est posée. Pour que ça puisse redémarrer, il faut, le soir de Big Bang, il faut à un moment donné faire quelque chose. Moi, j'ai regardé un peu en Asie, etc. Ce qu'on demande à l'Afrique, on ne demande à aucune autre zone du monde. Il faut qu'on ait les meilleures politiques en matière d'ajustement, on ait les meilleures politiques en matière d'environnement, on ait les meilleures politiques en matière d'éducation, on ait les meilleures politiques en matière de santé. C'est-à-dire c'est comme un grand laboratoire. Surtout ne subventionnez rien. Laissez le marché faire. Nous sommes devenus les derniers capitalistes. Nous sommes devenus les derniers capitalistes. Aujourd'hui, nous sommes les seuls. La Banque centrale ne peut pas intervenir pour sauver une industrie, pour sauver un secteur. Ce qui se fait aujourd'hui des États-Unis comme en Europe. Ça veut dire que donc, à un moment donné, il faut que les leaders africains revoient tout ça, il faut tout remettre sur la table et voir que ce schéma-là est un schéma théorique qui va au mur. Et on va au mur comme ça. Il faut arrêter ça. Merci, monsieur le ministre. Je me tourne vers vous, monsieur Zansou. Peut-être que vous pouvez répondre sur la question de la cession des terres arables et éventuellement sur l'emploi également. Oui, sur les terres arables, je pense que c'est plutôt un fantasme européen qu'une réalité. Évidemment que la Sierra Leone n'a pas été achetée par la Chine. Pourquoi diable et comment y aurait-il l'achat d'un pays par... La dernière fois qu'on a fait ça, ça s'appelait les compagnies concessionnaires. Ça remonte au XIXe siècle. C'est une invention française et belge. On attribue à des compagnies concessionnaires des centaines de milliers, non pas d'hectares, mais de kilomètres carrés. Il y avait le travail forcé. C'est le seul exemple historique. Il y a une thèse très célèbre, un livre de Mme Catherine Cockry-Widrovitch, qui est une thèse très célèbre d'histoire économique de l'Afrique. La dernière fois qu'on a fait ça, c'est les Français et les Belges en Afrique centrale. Ça a probablement fait 2 à 3 millions de morts par le travail forcé. Ce souvenir, il existe beaucoup en Afrique centrale, pas du tout en France ou en Belgique, je vous rassure tout de suite. Et l'idée que la Chine ou la Corée sont en train de faire quelque chose qui au millième ressemblerait à ça, cette idée n'existe pas. Cette idée est un fantasme. Est-ce que vous comprenez que ça puisse tout de même soulever des inquiétudes? Non, mais autant s'occuper des problèmes réels. Si vous voulez, aller en Sierra Leone, la Sierra Leone appartient aux Sierra Léonais. Si vous pensez que la Sierra Leone appartient à la Chine, on en parle quand vous en revenez. Ce sont des fantasmes. Par ailleurs, deuxième chose, c'est un peu le même problème que quand on dit c'est catastrophique de privatiser des autoroutes. Ça a un immense avantage de privatiser des autoroutes quand vous êtes un État, c'est qu'avant qu'on délocalise l'autoroute, c'est-à-dire avant que le concessionnaire parte avec, va se passer un temps fou. Alors que se succèdent les propriétaires, la seule question c'est, s'agissant des terres arabes, est-ce qu'on investit dessus? Mon pays, il est à moitié en friche. S'il y a des investisseurs qui viennent investir, mon pays, c'est une démocratie. Si ces investisseurs respectent des droits, mon pays, il a un droit foncier, coutumier et écrit. Si on respecte ce droit, mon pays n'est pas l'Éthiopie. En Éthiopie, c'est vrai, on attribue 30 000 hectares et on respecte les droits comme on les respecte en Éthiopie.
Et l'Éthiopie n'est pas un État de droit. C'est un État qui a beaucoup de mérite par ailleurs et qui est en pleine croissance. Ce n'est pas un État de droit. Mon pays, c'est un État de droit. Donc, il faut bien voir, la question qui est posée, ce n'est pas la volonté chinoise, coréenne, etc., tirée de quelques exemples catastrophiques à Madagascar, ici et là, d'envahir l'Afrique et d'acheter l'Afrique. Ceci est un fantasme, ça n'existe pas. En revanche, qu'il y ait des investisseurs qui viennent investir dans les terres arables en Afrique, s'ils passent par un État de droit, si le pouvoir politique respecte ses propres citoyens, on peut tout à fait faire des choses tout à fait convenables à partir de ça. Et de toute façon, c'est réversible, parce qu'on peut aussi prendre les propriétaires et les ramener chez eux si on estime qu'ils ont abusé de leurs droits. Ça, c'est quand on est un État de droit. Alors évidemment, la vraie question, ce n'est pas de savoir où passent les terres arabes, c'est de savoir est-ce qu'on a des États de droit qui respectent les paysans. Sur l'emploi, on a un problème qui n'est pas un problème de non-volonté de créer des emplois. Nous sommes en train de nous développer d'un bout à l'autre du continent dans des secteurs qui sont intensifs en capital et relativement peu intensifs en emploi. Le gros des investissements sont consacrés aux mines, aux hydrocarbures, à l'énergie en général. Ce sont les secteurs les plus intensifs en capital. Et malheureusement, vous créez, si vous voulez, pour faire du coton, prenez la filière laitière, pour faire du lait, il vous faut investir, pour 100 francs de chiffre d'affaires, il faut investir 200 francs, parce que l'amont agricole est très intensif en capital. Pour transformer ce lait en produit industriel, pour faire un yaourt, faire un fromage, faire du lait infantile pour les enfants, du lait maternisé, il faut dépenser 50 centimes d'investissement pour faire 100 de chiffre d'affaires. Le rapport entre faire un produit industriel de transformation et faire de l'agriculture est un rapport d'intensité en capital de 1 à 4. Et malheureusement, nos besoins sont des besoins agricoles, maîtrise de l'eau, maîtrise de l'énergie, qui sont extrêmement intensifs en capital et qui contiennent peu de travail. D'autre part, on a des secteurs de services qui, normalement, comportent plus de travail. Et ça, c'est important dans beaucoup de pays africains qui sont d'abord des économies tertiaires. Mais malheureusement, ce qui se développe le plus en termes de services en Afrique aujourd'hui, ce sont les télécoms, qui est la partie la moins intensive en travail du secteur des services, mais qui est la plus nécessaire au développement de nos pays. Donc vous voyez, on a un petit problème, on est à une phase du développement où on génère peu d'emplois, parce qu'on doit dépenser beaucoup de capital, et le jour où on sera plus dans l'industrie manufacturière, c'est le problème de diversification qu'évoquait le professeur Mikhaïlov, on aura une économie plus diversifiée et plus industrielle, ce qui est en train de venir, avec un marché intérieur plus intégré, ce que disait le président tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on représente un marché attractif. À ce moment-là, dès qu'on passe à la phase plus manufacturière, on crée plus d'emplois. Et enfin, quand on aura plus de programmes de logement, ce qui suppose d'avoir la capacité de financer le logement, un marché hypothécaire, etc., on aura aussi, avec le bâtiment travaux publics, un des secteurs les plus intensifs en travail. Donc vous voyez, il y a un certain nombre d'évolutions. Par exemple, quand on aura plus d'activités touristiques, c'est un des secteurs les plus intensifs en contenu de travail et les moins intensifs en capital. C'est pour ça qu'il y a plus d'emplois en Afrique de l'Est qu'il y en a en Afrique de l'Ouest, puis il y a plus de tourisme en Afrique de l'Est qu'en Afrique de l'Ouest. Donc on va vers une situation à 15 ans dans laquelle on aura plus d'équilibre entre emploi et, enfin, pour les mêmes 100 francs CFA dépensés, on aura 2 fois plus d'emplois parce qu'on sera dans des secteurs moins capitalistiques. Et il y a à passer cet obstacle, et malheureusement, ça peut durer 10 ans et ça peut créer des problèmes sociaux, mais c'est inéluctable à 15 ans. D'accord. Avant qu'on ne passe à une autre série de questions, une petite réaction peut-être. Non, juste rapidement sur les terres arabes. C'est pour dire que, comme il l'a dit, il y a beaucoup de fantasmes, mais il faut prendre le cas de l'eau, tout simplement. Dans la plupart des pays, l'eau est gérée par l'étranger. Et plus vital encore que les terres dont on parle. Ou les grandes sociétés ici, qui sont celles qui gèrent l'eau dans nos pays, qui distribuent l'eau. Quand même, il n'y a pas mieux que ça. J'ai eu à privatiser un hôtel au Mali qui s'appelle l'hôtel de l'Amitié. Et quand j'ai été voir le président, j'ai dit je vais le vendre. Il m'a dit mais le bien de l'État, ça appartient au peuple.
Je lui ai dit, mais celui qui va prendre, il ne peut pas partir avec. C'est comme ça que je l'ai convaincu. Ils l'ont acheté 20 millions de dollars, ils ont mis 30 millions de dollars dedans. C'était la Libye. Entre-temps, Kadhafi même est parti et l'hôtel est toujours là. Et il marche toujours aussi bien. Donc vraiment, ce qui est important, qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est notre capacité de négociation? Et comme il dit, qu'il y a la bonne gouvernance, la démocratie derrière pour que ça nous reste et que ce soit utile. Voilà. Merci. On va prendre 3 autres questions. Donc j'aurais juste 2 questions. La première sur les stratégies de mobilisation donc, des diasporas africaines pour le développement de l'Afrique. Donc stratégie de mobilisation des diasporas africaines pour le développement de l'Afrique, que ce soit en transfert de compétences, transfert de fonds, etc. Et puis la deuxième question, c'est le slogan qu'on a en France régulièrement quand on regarde la télé, c'est l'artisanat première entreprise de France. Et c'est vrai qu'on a du mal quelque part à voir finalement une priorité donnée à l'artisanat dans les différentes politiques publiques en Afrique. Or, on a abordé la question de la transition informelle-formelle. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas là un levier justement au niveau du secteur artisanal pour faire cette transition entre unité artisanale et unité industrielle légère? Voilà. Merci. On va prendre une deuxième question. Oui, donc moi j'ai 2 questions. Donc la première s'adresse à M. Serge Mikhaïlov. En fait, on parle de sous-développement, de retard de l'Afrique, mais est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas se dire que une mesure se juge à l'arrivée? C'est-à-dire qu'on a imposé un seul modèle de démocratie à une quarantaine de pays et on s'étonne que ça ne marche pas. Est-ce qu'il n'est pas temps, au niveau de la Banque mondiale, du FMI, de tous ceux qui tiennent l'Afrique en perfusion, d'arrêter déjà de l'aider et d'arrêter de lui dire ce qu'il a à faire? Donc ça, c'est ma première question. Ma deuxième question à Monsieur le ministre. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faudrait que les acteurs se fassent confiance. Surtout dans le cas du Mali, le privé pense que le public est corrompu, le public pense que... Moi, j'ai connu le Mali dans des meilleurs états. Sous le président Alpha Omar Konaré, le Mali fricotait avec une croissance à 2 chiffres. Donc c'était bien, on en est loin. Aujourd'hui, le plan que vous avez pour le Mali, est-ce que ce n'est pas tombé à l'eau avec ce qu'on a eu? Avec une croissance négative à -2 ou -3. Est-ce que ce que vous dites n'est pas un rêve? Et pour terminer, quel est votre état de santé vu ce que vous avez subi? Merci. On va prendre une autre question. J'ai une petite question. La première, ça sera pour M. Cissé. Que projetez-vous de faire si vous êtes élu président prochainement? Je suis juste ici. Voilà. Ah, ouais. Et pour les créateurs d'entreprises. Et l'autre question, ça sera pour M. Zenzou. Ne croyez-vous pas que les élites africaines qui sont loin de l'Afrique pensent plus leur temps à critiquer les politiques mises en place que de proposer des idées pour faire avancer l'Afrique en général, quoi? Merci. On va peut-être donner la parole à M. Zansou qui pourrait à la fois répondre en même temps sur les élites africaines et les stratégies de mobilisation des diasporas. Oui, merci. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question sur les élites africaines. Vous trouvez que les élites africaines passent leur temps à critiquer plutôt qu'à contribuer? Et vous pensez aux élites à l'intérieur, aux élites à l'extérieur? Il parle de toi. Vous parlez de moi, en fait? Bon, écoutez. Moi, je crois que dans nos pays, plus on va près des réalités des gens, plus on est positif et optimiste, parce qu'il y a une énergie, une vitalité incroyable, et une créativité incroyable, et un courage incroyable. Sur les élites, je vous ai dit tout à l'heure, je crois que les élites qui sont aux affaires, qui sont au pouvoir, ont au total, quand on raisonne sur nos 50 années d'indépendance, en fait gouverné mieux qu'on pense et mieux qu'on ne le dit généralement, parce que les problèmes étaient beaucoup plus difficiles que dans beaucoup d'autres univers. Même si, c'est vrai, le spectacle que donnent les élites de pouvoir est parfois un petit peu préoccupant. Mais quand on se retourne, on a grosso modo plutôt, en tout cas dans les 10-15 dernières années,
on a plutôt gouverné dans le bon sens et dans le sens du développement. Puis on n'est pas tout seul au monde. Et franchement, on va beaucoup mieux depuis qu'il n'y a plus la guerre froide, depuis qu'on ne nous impose pas des conflits par personne interposée, depuis qu'on ne se livre pas des conflits sur nos territoires. Et franchement, il y a eu des effets de domination dont les élites africaines ne sont pas nécessairement responsables, même si elles en ont été parfois les courroies de transmission et les complices. Enfin, franchement, on va beaucoup mieux, beaucoup moins mal, depuis qu'on ne se fait pas la guerre chez nous pour ne pas se la faire chez soi. Donc, il faut toujours regarder le rôle des élites de façon quand même un petit peu en perspective. Alors, si vous parlez des élites africaines exportées vivant ailleurs, ce qui rejoint la question sur la mobilisation des diasporas, écoutez, c'est assez simple. On a un PIB du continent à taux de change courant qui doit être de quelque chose comme 1200 milliards de dollars, chose comme ça. On reçoit quelque chose comme 5% du PIB en aide publique au développement et on reçoit en investissement direct étranger également quelque chose comme 5% du PIB du continent. Ce sont des facteurs de croissance. Et je ne crois pas un instant, mais c'est un débat qui vaudra une autre soirée, qu'il faille arrêter l'aide. Arrêter l'aide, ça veut dire arrêter 60 milliards à la porte et on a besoin de ces flux. Arrêter l'aide, c'est-à-dire arrêter 6% du PIB, c'est une bonne idée, c'est une idée romantique, ça fait vendre des livres, mais franchement, quel est le pays qui arrêterait 6% du PIB, de flux d'investissement, enfin de concours financiers à ses portes et qui penserait qu'il va faire de la croissance. Donc moi je crois qu'on a besoin. Mais le chiffre qui est important, c'est pas celui-là. Le chiffre qui est important, c'est que la diaspora apporte aujourd'hui autant que l'investissement direct étranger et autant que les flux d'aide. Donc la diaspora, elle est mobilisée. Elle est d'ailleurs dans beaucoup de pays relativement organisée avec les gouvernements, mais elle est plus organisée de façon associative et elle est mobilisée. Et les élites africaines à l'extérieur sont aujourd'hui un contributeur fondamental à la croissance. Et vous ne pouvez pas expliquer les 12 dernières années de croissance si vous enlevez la diaspora. Pas plus que vous ne pouvez expliquer le décollage de la Chine si vous enlevez la diaspora chinoise. Et même chose dans les pays d'Europe centrale et orientale. Donc elle se mobilise beaucoup depuis la base, beaucoup sur des bases individuelles, beaucoup pour des raisons fondamentales de solidarité, pour des raisons culturelles fondamentales. C'est plus associatif qu'étatique, c'est fondamental, c'est très actif. Donc moi je ne suis pas sûr que les élites africaines, notamment les élites africaines expatriées, d'ailleurs il faut le dire vite, les élites, parce que c'est tous les Africains expatriés, même eux-mêmes très modestes dans le pays d'accueil, qui se mobilisent pour contribuer au développement dans leur pays. De la consommation, de l'habitat, de beaucoup de choses, des télécoms, enfin énormément, et évidemment de couverture de tous les accidents de la vie, etc. Donc c'est une élite au sens le plus large. Moi je ne trouve pas qu'elles aient démérité, pour être sincère. Merci. Je me tourne vers M. Mikhailov. Il y avait une question sur... Oui, je l'ai. En fait, il y a deux questions. Il y a une question sur la démocratie, compliquée, une question sur l'aide, à laquelle M. Zassou a déjà répondu. Bon. Alors, je vais quand même dire quelques mots sur la démocratie, si vous voulez, parce que c'est quand même un point important. Il y a quelques vraies démocraties en Afrique. Effectivement, le Bénin en fait partie, je crois que le Sénégal aussi. Jusqu'à tout récemment, le Mali, c'était le cas. Peut-être encore. Le Ghana. Le Ghana, tout à fait. Le Ghana, absolument. Mais je dirais que ça reste quand même encore l'exception et qu'on a dans beaucoup de cas, je dirais presque la majorité des cas d'institutions dites démocratiques, on a des démocraties qui sont artificielles, qui sont un peu plaquées sur des réalités beaucoup plus complexes, beaucoup plus compliquées. Et on a des pouvoirs qui, je dirais, se sont accommodés des habits de la démocratie pour se maintenir en place. Ça, c'est vrai, je dirais, avec les modifications constitutionnelles permettant aux chefs d'État de se représenter indéfiniment. Ça passe par les achats de voix, ça passe par les trucages électoraux les plus éhontés. Enfin, je veux dire,
Tout a été inventé. Sur ce plan-là, il y a un excellent bouquin de Paul Collier, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui enseigne à Sciences Po, qui s'appelle War, Guns and Votes, dans lequel il explique toutes les manipulations, toutes les mécaniques qui permettent, si vous voulez, dans un contexte apparemment démocratique, à des pouvoirs illégitimes de se maintenir. Donc il faut être très très méfiant sur ce plan-là. Alors, à cet égard, je dirais que les modèles démocratiques qu'on a un peu imposés ou qui ont été importés en Afrique, qui sont très copiés sur les modèles britanniques, français, américains, etc., ne sont pas nécessairement adaptés à des sociétés pluriethniques, hein, et ont donné lieu à des déviations dans lesquelles on a des phénomènes d'exclusion, à la fois du pouvoir politique et du pouvoir économique de certains groupes. Et donc je crois qu'il serait grand temps, je dirais, aux chercheurs, aux politologues africains, de réfléchir très sérieusement sur des modèles démocratiques alternatifs qui permettent de mettre en place des contre-pouvoirs, de réserver le droit des minorités, etc. Je rappelle que la Constitution suisse, hein, sur ce plan-là, est un modèle du genre. Elle a été inventée pour essayer de sortir des conflits perpétuels qui affectaient cette zone-là. Donc il y a tout un domaine de réflexion sur des modèles démocratiques qui permettraient de mieux répondre aux contraintes de sociétés pluriethniques, sur lesquelles je pense qu'il y a un très gros travail à faire. Donc c'est un petit peu le message que je voudrais faire passer. D'accord. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez réagir sur votre plan, sur votre projet économique pour le Mali, et est-ce qu'il est toujours viable? Je vais réagir. Et mon état de santé, je vais nettement mieux. Je voulais dire juste rapidement pour la diaspora qu'au Mali, l'aide publique au développement est inférieure à ce qu'apporte la diaspora. Je crois que de ce point de vue, c'est connu aujourd'hui. Je pense qu'au Bénin, au Sénégal, dans la plupart de ces pays. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au Mali, on avait remarqué ces derniers temps, jusqu'au coup d'État, un retour massif des jeunes de la diaspora. Ça veut dire donc qu'ils y croyaient, ils voulaient apporter quelque chose. Et je crois que c'est un mouvement qui est très positif et il faut compter là-dessus. Maintenant, à chaque gouvernement, à chaque entité, d'essayer de mettre en place un système d'accueil. Quand j'étais à l'UOMA, j'ai ouvert un programme pour les jeunes de tous les 8 pays. Je prenais un niveau master et bilingue. Bon, la plupart venaient bien sûr de l'extérieur et j'ai pu les faire entrer. Évidemment, je les payais nettement mieux qu'avant. Et je crois qu'il faut trouver un système aussi pour les amener. Il ne s'agit pas de les amener pour qu'ils continuent aussi à chômer, à rester dans les rues. Je crois qu'il y a quelque chose à faire, il y a du travail à faire, il y a vraiment la place pour les jeunes de la diaspora. Maintenant, concernant l'artisanat, personne n'a répondu à ça. Ça reste dans le domaine de ce qu'on appelle un peu l'informel. Le grand problème de l'informel, c'est que les statistiques sont très mauvaises. C'est pour ça que je disais une fois à quelqu'un que si on regardait les statistiques, normalement on est déjà tous morts. Parce que, en fait, quand on voit le niveau du PIB, quand on rapporte ça par tête, et qu'on voit qu'on est pratiquement en dessous d'$1 tous, et ceci pendant 10, 20, 30 ans, normalement on est mort. Voilà. Et pourtant on est là. Ça veut dire qu'il y a une bonne partie de la richesse qui n'est pas comptabilisée ou qu'on ne sait pas comptabiliser. Et quand on parle des problèmes d'emploi, le secteur informel emploie énormément de gens, mais ce n'est pas dans les statistiques normales. Donc c'est pour vous dire qu'il y a quand même un décalage. Est-ce qu'il faut amener, mais ça j'ouvre ce débat sans connaître la réponse, est-ce qu'il faut amener tout le secteur informel à être formel, ou est-ce que vraiment il ne faut pas revoir nos économies d'une autre façon, l'analyser autrement, essayer de la comprendre autrement? Parce que la faiblesse des statistiques chez nous est quelque chose de criard. Et je crois que ça pose un problème de l'approche même du secteur informel. L'artisanat fait un peu partie de ça. Il y a eu qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait aux États-Unis une fois, ils ont appelé tout le monde et les Maliens sont partis. Ils savent faire ceci, point de vue artisanal, mais vu le marché mondial, on vous dit, bon, on en veut 10 000. Ils ne savent pas faire 10 000. Ils savent faire 3, ils savent faire 4, ils savent faire 10. Donc il y a un problème de mécanisation aussi de cet artisanat, de sortir justement du traditionnel pour y arriver. On dit on vous paye, on dit cash, on dit non, nous on a une carte de crédit, ah non, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas faire marcher. Donc vous voyez, tout de suite, vous avez des choses qui se ferment. Donc là, il faut que les États fassent quelque chose, qu'on ait un lien entre l'artisanat et l'industriel.
L'aide, je suis d'accord, il n'est pas question d'arrêter l'aide. Ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé même au Mali, au temps de régime du socialiste. On dit, bon, cette partie, puisqu'ils ne produisent pas assez, ben, on ne va plus leur envoyer du grain, comme ça on va les obliger à faire ça. Mais bien sûr, c'est des zones désertiques, c'est des zones où il n'y a pas la mécanisation, c'est des zones qui sont défavorisées, on n'y arrive pas. Là, c'est un peu la même chose. On va leur couper l'aide, comme ça ils vont être obligés de se battre. Je crois que vu comme ça, c'est complètement puéril et ce n'est pas une bonne chose. Le programme, c'est vrai, au Mali aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un taux de croissance négatif de moins 3%. Bon, je vous remercie parce que à l'époque d'Alpha Omar, c'était moi le ministre des Finances, effectivement, on a eu des taux de croissance importants. En 1997, j'ai même déclaré à tous les bailleurs de fonds que je n'ai plus besoin d'aide budgétaire. Il y en a qui m'ont pris de côté pour me dire que ce n'est pas possible, on ne peut pas envoyer ce programme au Fonds monétaire s'il n'y a pas d'aide budgétaire, si votre truc est créditaire. Non, il faut absolument que vous me créez un petit déficit parce que je ne peux pas les défendre ça. Bon, ça c'est un peu... c'est une réalité. Mais aujourd'hui, pourquoi je dis qu'on peut s'en sortir? J'étais longtemps à Lyon, et pendant toute la guerre ivoirienne, pendant toute la crise ivoirienne, Côte d'Ivoire, on avait des taux de croissance négatifs. Aujourd'hui, c'est 8%. En 2012, 8% prévu en 2013. Ça veut dire donc, une fois que les conditions minimales reviennent, on peut repartir. Donc une fois qu'on sort de cette difficulté au nord du Mali et qu'on a un gouvernement démocratique, vraiment les choses se passent normalement, il y a le potentiel pour rebondir et je crois que c'est possible de rebondir. Dernier point, c'est les problèmes de démocratie. Nous sommes aujourd'hui dans des sociétés comme la France qui de 1789 à aujourd'hui, évidemment, nous juge, nous, sur les 50 ans. Moi, ce que j'aimerais bien faire un jour, si je pouvais, c'est de dire, en 1789, il y a eu la Révolution en France. 50 ans après, ça fait quoi, 1839, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que dans cette période-là, ils ont pu faire la démocratie telle que nous, on souhaite qu'on la fasse aujourd'hui? Ce serait intéressant de savoir qu'en France, on est même retourné à la royauté. On s'est entretué, on a fait ça, on a fait combien de guerres, etc., etc. C'est très intéressant de voir que nous allons, comme l'a dit Zinsou, à un rythme beaucoup plus rapide, beaucoup plus effréné que les autres que nous jugeons aujourd'hui. Et regardez dans cette classe le nombre d'Africains qu'il y a à Sciences Po, qui sont dans les grandes écoles. Moi, quand j'étais là, il n'y avait pas autant. Pourtant, je suis parti il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai quitté en 84. Dans ma classe au lycée, on était 70. Dans tout ce qui faisait Mathelem à l'époque. On était 20 à venir en France pour nos études. Aujourd'hui, on ne peut plus compter. Ça veut dire qu'il y a une richesse intellectuelle qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des potentialités aujourd'hui comme il n'y en a jamais eu. Maintenant, il faut pouvoir mettre toutes ces intelligences ensemble en utilisant les nouvelles technologies, en utilisant le savoir mondial, comme je l'ai dit aujourd'hui, pour booster l'Afrique vers l'avant. Voilà, merci. Merci, monsieur le ministre. Je propose que nous prenions 3 dernières questions. Merci beaucoup à vous 3 pour votre présence et merci pour ces éclaircissements. Ma question porte sur le franc CFA. Et le franc CFA était rattaché au franc français à taux fixe et aujourd'hui est rattaché à l'euro à taux fixe. Et vous le rappeliez, monsieur le professeur, c'est une monnaie qui a mis beaucoup de temps à être dévaluée en 1994. Et ma question est la suivante. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps, aujourd'hui, que le franc CFA ne soit plus rattaché à l'euro et que les banques centrales, puisqu'il me semble que le franc CFA que la politique monétaire est assumée par 2 banques centrales et que le franc CFA ne soit pas maintenant donc avoir une politique monétaire autonome et plus rapide et pas avec des nécessités de procédurales excessives. Merci. On va prendre les 2 dernières questions. Vous disiez que lorsqu'on veut faire partie du système, la seule manière d'y survivre, c'est justement de prendre part à ces pratiques. Mais quelles sont les solutions que vous pourriez proposer d'une manière très concrète et au niveau individuel pour justement survivre dans le système sans en prendre part totalement? Et d'un point de vue un peu plus professionnel, je reviens juste du Niger pour une mission professionnelle. J'ai rencontré beaucoup d'officiels et tout le monde m'expliquait que finalement, pour arriver à monter mon projet, il faudrait, à un moment ou à un autre, passer, Et donc,
quand on est à l'extérieur du système, comment aboutir à ces projets sans prendre part à ce système? Voilà, monsieur, on va prendre une dernière question. Bonjour, Jean-Luc Perramant, je suis consultant en développement local et urbain. J'ai une question pour monsieur Lionel Zinzou. Vous êtes aussi PDG de PI Partners, qui est un fonds d'investissement, je pense. J'aimerais savoir de combien votre fonds est-il doté? Dans quel pays investissez-vous aujourd'hui? Dans quel secteur d'activité? D'accord, merci. Je vais demander aux intervenants de répondre à ces questions. Alors, vous avez deux grands spécialistes. Donc, il y a déjà eu à la fois des remarques sur les bienfaits de la dévaluation, les bienfaits de la dévaluation, qui est une position très Banque mondiale, hein, pas du tout République française. Et puis, vous tenez le président de l'Union monétaire, donc formidable. Donc, c'est pas à moi, simple amateur, qu'il me faut répondre. Non, je vais faire le malin, là. Le président de la République française, avant de partir en Afrique, faisait un petit peu une enquête auprès de quelques personnes sur quels sont les problèmes d'opinion. Je lui ai dit, auprès de la jeunesse, auprès des intellectuels, on a quand même un petit problème zone franc, on a quand même un petit problème monétaire. Parce que moi, c'est très simple, ma ligne, elle est rudimentaire, elle est simple. Quand j'étais jeune, je devais enseigner l'économie aux enfants. Donc, du coup, je me sens obligé de dire des choses simplement rationnelles. Le franc CFA est une des très grandes chances de l'Afrique, de la zone franc. Un très grand mécanisme d'intégration, un mécanisme de solidité dans un univers où beaucoup de choses sont très fragiles, un mécanisme de visibilité, de réduction d'incertitude dans un domaine où on a beaucoup trop d'incertitudes. Donc c'est un atout absolument fantastique. Nos monnaies, si elles étaient indépendantes, représenteraient une masse monétaire extrêmement faible, seraient d'une volatilité extrême. La masse monétaire de la République du Bénin, c'est inférieur à la circulation monétaire du 15e arrondissement de Paris. Alors il faut être réaliste, On a la chance d'avoir une monnaie qui a un PEG, qui a un lien fixe avec une grande devise. Ce que j'ai dit au président de la République française, c'est normalement, quand je dis ça, et je lui ai dit à Sciences Po par exemple, je ne parle pas de l'université d'Abidjan, normalement, tous les gens sont debout sur la table en train de hurler que je suis un suppôt du colonialisme, que tout ceci est un scandale. Là, vous êtes incroyablement calme. Donc, il ne faut parler du franc CFA qu'après 21h, parce que normalement, cela crée l'hystérie collective. Bon, donc c'est une question difficile. Moi, mon point de vue, il est extrêmement simple. Nous avons les instruments de la politique monétaire. Les 8 États de l'UMOA sont maîtres de leur politique monétaire. Le fait que les deux banques centrales, parce que c'est vrai de la CEMAC ou de la troisième, la Banque des Comores, soient incroyablement orthodoxes, complètement archaïque, tout à fait en rajoute en bons élèves du monétarisme et soit complètement figé dans une espèce de doctrine Banque de France des années 70, ce n'est pas intrinsèque au franc CFA. Et donc, comme l'a dit le président Ouattara pour le 40e anniversaire des accords monétaires, on a obtenu un système qui a maîtrisé l'inflation et qui a donné des bases très solides, mais maintenant il faut que ça serve à la croissance et à l'emploi. Et on ferait la moitié de ce que fait la Banque Centrale Européenne en termes d'approvisionnement du système bancaire, en ressources bon marché, le LTRO, là, 1% à 3 ans, qu'on aurait tous les instruments pour avoir une politique monétaire et une politique de structuration du système bancaire qui serait décisif parce que nous avons un des systèmes bancaires, les banques primaires, pas les banques centrales, les plus archaïques du monde. Auprès de quoi le Mali, pardon, pas le Mali, je ne vais pas compliquer avec le Mali, la Guinée, excusez-moi, auprès de quoi le Ghana peut paraître une espèce de modèle de modernité. Le shilling chilien peut paraître une invention de génie, et même le naira nigérian devient une chose merveilleusement administrée avec un système bancaire formidable. Nous sommes en retard, donc il faut qu'on fasse un saut de 50 ans, mais ça n'est pas le franc CFA, c'est faire une politique monétaire et une politique financière. Bon. Vous êtes gentil, vous n'êtes pas debout sur les tables, donc la prochaine fois que je verrai le président de la République, d'ici 5 ans, je lui dirai que de temps en temps, en fait, on peut faire avancer quelques idées sur le franc CFA, mais en général, quand même, pourquoi je lui ai dit ça? Parce que je lui ai dit il faut restituer les instruments de la politique monétaire aux États. Et en tout cas, symboliquement, ça n'est pas parce que vous avez un lien fixe avec une monnaie
que vous êtes démuni de votre politique monétaire. Non, il faut garder la parité fixe avec la monnaie qui est la monnaie de nos échanges extérieurs, qui est l'euro, et il faut redonner aux États les moyens de leur politique monétaire. Sur les solutions concrètes à la corruption. Ce que j'ai dit sur le système, je crois profondément, moi ce que j'essaie de faire dans mon pays, c'est de faire effectivement des projets privés, effectivement des projets associatifs. Donc je trouvais que c'était mon devoir, citoyen de la diaspora, de créer une entreprise, de créer une fondation, parce qu'il y a des choses qui sont marchandes et d'autres qui ne sont pas marchandes. Et je reconnais que c'est difficile partout de créer une entreprise, tous les pays du monde. Nous, on a cette dimension en particulier qu'il faut passer sous les fourches codines du système. Mais je ne vois pas d'autre moyen que en tout cas dans les États de droit, si vous voulez, le Niger étant en train de devenir un État de droit, en fait, mais je ne vois pas d'autre moyen que de faire collectivement, de façon associative. Il faut échapper souvent au pouvoir politique si on veut arriver à faire avancer un projet d'entreprise. Je n'ai pas du tout de solution magique. Comme tout le monde, parfois les gens sont un tout petit peu plus prudents, mais à peine. Comme tout le monde, les inspecteurs du fisc viennent me voir en proposant des redressements fiscaux de 2 fois mon chiffre d'affaires, comme tout le monde, ou de soumettre une association à la TVA, enfin, comme tout le monde. Il va falloir, à mon avis, faire le gros dos pendant 10 ans, mais il faut persévérer absolument. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se créent, donc c'est en train de se dominer. Enfin, PAI est un fonds européen par statut, c'est-à-dire que nous collectons, je crois que vous demandiez combien, nous gérons une dizaine de milliards d'euros et nous collectons tous les 5 ans 3 milliards d'euros de plus. Il se trouve que c'est un fonds européen qui doit acheter des entreprises européennes. Mais comme tous les fonds européens, comme toutes les entreprises européennes ont une histoire africaine. Et ça finissait par m'agacer quand on me dit, mais attendez, vous êtes africain, vous parlez toujours de l'Afrique de façon un peu hystérique, et puis vous ne mettez pas votre argent, comme disent les anglo-saxons, là où est votre bouche, les choses dont vous parlez. Oui, alors, up to a point quand même, parce que, comme toutes les entreprises européennes, les entreprises du fonds de PAI représentent 150 000 salariés, et elles font 18 milliards de chiffre d'affaires. Et ces entreprises, elles ont 12 000 salariés en Afrique. Elles gèrent tous les aéroports d'Afrique du Sud, du Kenya, de l'Égypte, de l'Algérie. Elles sont leaders des laboratoires d'analyse médicale en Afrique du Sud, au Maroc, la Libye est un cas particulier, etc. Donc, qu'il s'agisse d'implantation locale, d'échanges, en réalité, parce qu'on est le plus grand fonds d'Europe continentale, on finit par avoir plus d'activités en Afrique par mégarde que certains des fonds uniquement africains. Donc voilà, c'est comme ça que je me dédouane. Évidemment, j'essaie de m'en occuper un tout petit peu avec plus d'attention, mais PAI, c'est vrai, c'est Paribas industriel, c'est l'Europe. À part que l'Europe, comme vous savez peut-être, est de très loin le premier partenaire de l'Afrique, d'où ces développements. Oui, alors on est très contraint par le temps. Je vais demander à M. Mikhaïlov d'abord et ensuite à M. le ministre de répondre et tout en faisant une conclusion assez brève, s'il vous plaît. Sur le franc CFA ? Oui, vous pouvez. Je pensais échapper à cette question. Écoutez, je vais vous faire une confession. En 1993, je faisais partie de la toute petite équipe qui, à la Banque mondiale et au Fonds monétaire, préparait dans le plus grand des secrets la dévaluation du franc CFA. J'ai eu à ce moment-là comme interlocuteur M. Cissé, c'est là qu'on s'est connus et que je dirais vraiment, dans le plus grand des secrets, on a préparé cette affaire-là. Alors, je dois rappeler que à l'époque, lorsque la dévaluation du franc CFA a été mise en place en janvier 1994, il y avait un codicile qui était, je dirais, dans les accords qui ont été signés à ce moment-là, selon lesquels il était bien entendu que la parité du franc CFA serait ajustée progressivement en fonction des besoins de compétitivité des économies d'Afrique, de l'Ouest Afrique centrale. Et ce codicile n'a jamais été appliqué, n'a jamais été utilisé, et je le regrette. Parce que je constate aujourd'hui que le taux de change du franc CFA n'est pas compatible avec l'industrialisation pour laquelle je plaide en Afrique. Et que là, il y a un véritable problème. D'accord, merci M. Mikhaïlov. Monsieur le ministre, ouais, rapidement. Une petite conclusion. Ouais, comme il l'a dit, Zinsou, c'est une grande chance pour notre zone.
ça a apporté la stabilité, ça a maîtrisé l'inflation, parce qu'il faut comprendre que plus il y a d'inflation, plus c'est les plus pauvres qui payent. Et les pays voisins aujourd'hui utilisent encore le franc CFA comme étant une devise. Je crois qu'il faut faire la part dans les échanges. Qu'est-ce qui est importation, qu'est-ce qui est exportation, pour voir le fait d'avoir une parité fixe dans une monnaie de transaction comme l'euro, qui est quand même l'Europe est notre principal partenaire. Je crois que globalement, ça reste positif. Et aujourd'hui, quand l'euro a été créé, bon, on n'a fait que suivre ce que le franc CFA a fait, de mettre plusieurs pays autour d'une même banque centrale. Et il y a quelques jours à Dakar, on a fêté avec beaucoup d'enthousiasme les 50 ans de la banque centrale. Et je crois que c'était plus positif que négatif. Bon, ceci dit, toutes les questions peuvent se poser, flexibilité ou non. Je vais conclure rapidement. Oui, s'il vous plaît. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a parlé de la masse monétaire au Bénin sur le 15e arrondissement, mais il faut comprendre que l'ensemble de la masse monétaire correspondant au franc CFA, Afrique de l'Ouest comme Afrique centrale, correspondait à 2% de la masse monétaire du franc français. Je ne dis pas de l'euro, du franc français. Ça veut dire donc que c'était quand même peanuts, malgré ce qu'on fait croire que c'est néocolonial. C'est une marge d'erreur, je pense, pour les Français. Maintenant, le reste, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, bon, on a parlé de la corruption. Je crois que ce qu'il faut, c'est d'avoir des États démocratiques, c'est d'avoir des contre-pouvoirs dans nos pays, d'avoir une société civile forte, de faire en sorte que l'ensemble de la société se mette à combattre ce fléau. Ce n'est pas que l'affaire que du gouvernement, du chef de l'État, c'est l'affaire de tous les citoyens. Si le policier vous demande 1000 francs parce que vous avez pris le feu rouge et que vous lui donnez, vous participez à la corruption. Arrêtez-vous au feu rouge, il n'aura pas à vous demander les 1000 francs. Je crois que tout le monde est concerné. Maintenant, pour conclure rapidement, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que l'Afrique est un continent jeune, un continent très jeune. Ça veut dire que les défis à relever sont des défis du côté de la jeunesse. C'est pour ça qu'il faut approfondir la démocratie, c'est pour ça qu'il faut travailler à la création d'emplois, c'est pour ça que le défi et l'enjeu le plus important, c'est vraiment la réduction de la pauvreté. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Et l'un des points qu'on n'a pas abordé, qui me paraît important pour l'industrialisation, que nous ne faisons pas en Afrique, qui est fait dans les autres pays, c'est le transfert tout simplement de technologie. Nous achetons, nous n'essayons pas de transformer, nous n'essayons pas d'apprendre à recopier. En Asie, vous vendez 15 Airbus, bien, on vous apprendra à faire un des Airbus. Faites des TGV en Chine, les Chinois font mieux aujourd'hui que les Européens les TGV. En Afrique, on se contente de les acheter et de ne pas le faire. Et je crois que ça, c'est la chose sur laquelle il faut mettre le doigt aujourd'hui, le transfert de technologies dans tout ce que nous faisons en Afrique. En tout cas, merci le Président, merci à vous tous. Un petit mot, s'il vous plaît. Sunim panit meve, bunakilina.